Bonjour tout le monde à l'Université Sainte-Anne. Mon nom est Benoît Doyon-Gosselin. Je vais vous présenter une conférence aujourd'hui à la demande de votre professeur Jimmy Thibault, que je remercie de m'avoir invité. Donc, la conférence comme telle va s'intituler Mytho géocritique de Moncton. Et la conférence sera un petit peu différente par rapport à ce que je fais habituellement. C'est-à-dire qu'ici, je vais être plutôt dans le mode essayistique, le mode fragmentaire. Et donc, il y a un jeu vraiment personnel dans cette conférence-là. Et donc, j'espère que vous allez apprécier et éventuellement, je pourrai peut-être répondre à vos questions d'une façon ou d'une autre. Voilà, on commence maintenant. Au loin à l'horizon, trois points noirs se rapprochent lentement. Anonymes dans la foule, je les observe songeurs. Dans mes fantasmes les plus fous, les trois surfeurs sont originaires de la Louisiane, de la Martinique, du Québec. De descendance acadienne, ils ont mis leur planche à l'eau dans la baie de Fundy et remontent leur histoire. Leur voyage au centre de la mémoire s'arrête ici, dans la vague originelle du Mascaret monctonien. Il est plus facile d'inventer une histoire à ces trois surfeurs inconnus que de toujours répondre à la même question. Pourquoi donc as-tu quitté le petit Champlain et le château Frontenac pour la Petite Kodiak et le château Moncton? Si cette ville possède un magnétisme certain à la croisée des langues, c'est en grande partie parce que depuis plus d'un demi-siècle, les poètes, les chanteuses, les peintres et les romancières, acadiens et francophones, se l'ont approprié. Par un renversement de l'histoire aussi incroyable qu'improbable, cette ville s'est inventée en français. Comme pour compenser à une réalité difficile à accepter, le Moncton imaginaire, imaginé, imaginable et francophone. La littérature, ses différents discours constituants, fournit à sa façon un complément, non plutôt un supplément à la géographie locale. Elle ajoute un imaginaire à une réalité spatiale souvent inachevée ou à tout le moins défaillante. La littérature transcrit une expérience des lieux, critique et parfois transforme la réalité. L'étude de l'expérience multiple des lieux, par et dans la création littéraire ou autre, se nomme la géocritique. Pour Bertrand Westphal, maître d'œuvre de cette approche, celle-ci permet de sonder les espaces humains que les arts mimétiques agencent par et dans le texte, par et dans l'image, ainsi que les interactions culturelles qui se nouent sous leur patronage. Cette approche tente de mieux saisir les identités culturelles. D'ailleurs, il s'agit d'une véritable dialectique espace, littérature, espace, qui implique que l'espace se transforme à son tour en fonction d'un texte qui antérieurement l'avait assimilé. Ainsi, et je cite toujours Westphal, l'enjeu principal de la géocritique n'est pas d'assurer la médiation vers une œuvre désignée. La géocritique permet d'abord de cerner la dimension littéraire des lieux, de dresser une cartographie fictionnelle des espaces humains. En tant que géocriticien, il devient pertinent de lire la spatialité de Moncton à travers différentes œuvres acadiennes, francophones et même anglophones, sans toutefois se limiter au seul texte littéraire. L'ouvrage Paysages imaginaires d'Acadie constitue un exemple intéressant, mais hélas circonscrit et limité à quelques auteurs de l'étude de la spatialité en Acadie. En fait, le livre propose une approche égocentrée, tout comme l'article de Raoul Boudreau sur la création de Moncton comme capitale culturelle chez Gérald Leblanc, ou encore mon propre article sur Moncton en tant que ville du monde dans les œuvres de France Daigle.
C'est d'ailleurs le changement de paradigme le plus important en lien avec les études littéraires de l'espace. La géocritique est une approche géocentrée. Pendant longtemps, et encore de nos jours, les chercheurs ont traité de la spatialité chez un auteur, une autrice. Il s'agit évidemment d'une approche valable, mais qui ne repose pas sur la proposition novatrice de Westphal de faire de la ville, d'une ville précise, son objet d'étude. Mon approche sera celle de Westphal, dans toute son orthodoxie, mais en tentant d'affiner la réflexion théorique. Orthodoxe parce que de nos jours, la géocritique fait l'objet de dérives parfois heureuses, souvent malheureuses. Je souhaite revenir à la base, et je cite Westphal, c'est au référent spatial qu'il appartiendra de fonder une cohérence de l'analyse et non plus à l'auteur et à son œuvre. Ainsi, Moncton est mon objet d'étude. Et la question centrale, comment cette ville a-t-elle été construite par les créatrices et les créateurs? Comment s'est-elle transformée? Il me semble que la dialectique espace-littérature-espace offre même des exemples concrets d'une géocritique appliquée. Sortons des limites de la ville. Le comté de Kent et Bouctouche existait bien avant la naissance biologique et littéraire d'Antonine Maillet. Cet espace rural a été transformé par l'œuvre de Maillet et ce coin de pays imaginaire s'est concrétisé sur le plan touristique par le pays de la Sagouine. Espace, littérature, espace. J'aurai donc l'occasion de traiter autrement de cette dialectique à partir de l'œuvre de Gérald Leblanc et du parc réel qui porte maintenant son nom sur la rue Maine à Moncton. L'intuition de Westphal me guidera, et je le cite, dans la mesure où la fiction est inscrite dans le monde, elle s'arroge la double faculté de rendre compte du réel et, à l'extrême de cette logique, d'influer sur le réel, ou plus exactement, sur la représentation du réel. Cette affirmation prend tout son sens lorsque j'écoute les propos de Claude Beausoleil dans le documentaire de Roderick Jean, L'extrême frontière, l'œuvre poétique de Gérald Leblanc. Leblanc, le premier, a influencé la représentation du réel monctonien. Or, ce qui séduit dans la géocritique est que la représentation littéraire n'est plus considérée comme déformante du référent, mais comme fondatrice. Les multiples représentations de la ville créent celle-ci telle qu'on le souhaiterait la voir exister, telle qu'elle existe pour chaque créateur. Pour le dire autrement, transcrit dans le texte littéraire, le référent détermine une option du monde. Cette option monctonienne semble sans égale quand on la compare à d'autres villes de la même taille, non seulement à cause de sa littérature, mais aussi en raison de toutes les autres formes d'art. La géocritique incite à intégrer toutes les formes mimétiques à l'étude d'une représentation d'un espace singulier. Peinture, cinéma, art public, photographie, chanson s'ajoutent aux genres littéraires reconnus. En fait, l'approche géocritique s'en tient aux textes et aux images dont la finalité ultime, bien qu'elle ne soit pas toujours esthétique, laisse place à un référent artistique. Afin de mieux saisir les modalités de la géocritique, il convient de bien se pencher en fait sur 4 notions qui, selon Westphal, la distinguent des autres théories de la spatialité. Il s'agit de la multifocalisation, de la polysensorialité, de la stratigraphie et de l'intertextualité. Pour les besoins de ma conférence, je ne vais pas traiter de l'intertextualité qui est quand même assez bien connue et appliquée et utilisée par les chercheurs étudiants comme professeurs. Donc, commençons avec la multifocalisation pour comprendre qu'est-ce que c'est. Chaque point de vue sur un objet est unique et ne peut jamais tout embrasser. Le Paris de Balzac appartient à sa vision du monde qui reste partielle et partiale. Ce qui fait la force de la géocritique réside dans ce désir d'offrir une multitude de points de vue sur un objet spatial.
car, je cite Westphal, il est autant de monde que de regards et de narration. Il n'existe, donc soyons plus clairs, le regard singulier d'un auteur n'a aucune valeur selon l'approche géocritique. Il n'existe que dans ses rapports d'opposition, de complémentarité avec d'autres points de vue. Or, pour que la géocritique soit opératoire, combien de points de vue doit-on utiliser? Pourrait-on proposer une géocritique de Lisbonne en se servant de 2 romans de José Saramago, quelques poèmes de Fernando Pessoa et un roman de Antonio Lobos Antunes? Quel est le seuil de représentativité valable? Pour Westphal, il suffit d'instituer, et je le cite, une mesure entre le prestige de l'espace observé représenté et le nombre et la variété des observateurs nécessaires au franchissement du seuil minimal. Fin de la citation. On comprend alors qu'accomplir une géocritique exhaustive de certaines villes mythiques serait impossible. Il faut utiliser des balises temporelles et limiter son corpus. Par contre, la mesure de Westphal me semble un peu trop restrictive, en ce sens que si une ville possède peu de prestige, il ne serait pas nécessaire de recenser un grand nombre de points de vue. Je conçois tout à fait que proposer une géocritique de Dieppe au Nouveau-Brunswick ou de Miscou dans la péninsule acadienne serait très périlleux. Mais si l'on essaie de mesurer le prestige de Moncton par rapport à Rome, Venise ou même Montréal, il vaudrait mieux abandonner l'idée sur le champ. En fait, si le principe de l'analyse géocritique réside dans la confrontation de plusieurs optiques qui se corrigent, s'alimentent et s'enrichissent mutuellement, un espace qui aurait généré 3 ou 4 poèmes ne constituerait pas un seuil minimal de représentativité. Par ailleurs, le prestige d'une ville sur l'échiquier mondial ne devrait pas vraiment importer le géocriticien. Il faut plutôt se concentrer sur la mythification intrinsèque d'une ville à partir des extraits et productions artistiques qu'elle a fait naître, qu'elle continue de faire naître. Pour faire écho aux travaux de Pascal Casanova, même de très petites villes peuvent aspirer à accumuler du capital littéraire. Mais une question qui m'occupe, c'est quel point de vue doit-on privilégier? Comment définir les multiples focalisations? Westphal, de son côté, indique que le point de vue peut être endogène, exogène ou allogène. Cette répartition s'avère assez efficace et simple. Le regard endogène caractérise une vision autochtone de l'espace. Il s'agit du point de vue local. Ainsi, l'œuvre de France Daigle ou de Gérald Leblanc intègre une vision endogène de Moncton. C'est assez simple. Ils sont nés ici, ils ont vécu toute leur vie ici, donc c'est un point de vue qui est endogène. Quant au point de vue exogène, il marque en revanche la vision du voyageur. Il est empreint d'exotisme. 2 exemples pertinents dont je vais parler un peu plus loin sont le carnet de bord de Jean-Guy Pilon dans la revue Liberté en 1969 et le roman Les Roses sauvages de Jacques Ferron, publié en 1971. Ces deux œuvres-là, si on veut, sont vraiment des œuvres avec un point de vue exogène, des Québécois qui sont venus à Moncton de façon très temporaire. Enfin, il existe un troisième regard qui est le regard allogène. Et, je cite Westphal, qui est propre de tous ceux et celles qui se sont fixés dans un endroit sans que celui-ci leur soit encore familier, sans non plus qu'il demeure pour eux exotique. Donc, c'est comme un point de vue mitoyen entre les deux. 2 exemples de ce point de vue-là, on pourrait retrouver dans Lieux cachés, les récits de voyage de Serge Patrice Thibodeau, dans les derniers récits, offre vraiment un point de vue allogène sur Moncton. Aussi, il y a Hélène Arbeck, qui est arrivée à Moncton comme jeune adulte, qui, au début des années 70, va proposer une focalisation allogène dans son roman L'Orgueilleuse, paru en 1998. Westphal n'a pas tort lorsqu'il suggère que cette répartition des points de vue doit être affinée. Lorsqu'on utilise des textes poétiques, il est possible de relever une adéquation entre le regard du je, locuteur, et l'auteur. Même si on dit que ça ne devrait pas être ça, clairement, souvent le je, c'est Gérald Leblanc, c'est Gérald Leblanc qui parle à travers son poème. Cependant, il y a d'autres cas qui s'avèrent plus complexes.
Ainsi, j'ai affirmé tout à l'heure que le point de vue de France Daigle est endogène. Comme autrice, c'est vrai, France Daigle offre offre, si on veut, euh, elle-même, avec Terry et Carmen, des points de vue qui sont endogènes sur Moncton. Or, quand Daigle intègre les personnages de Étienne et Ludmila Zablonski dans son monde fictionnel, elle inclut un point de vue exogène sur la ville. Pour paraphraser Westphal, un auteur peut percevoir un réel-m d'une certaine façon, mais les stratégies discursives pour représenter ce réel-m varient en fonction de la focalisation des personnages. Il me semble que la focalisation des personnages doit avoir préséance sur l'origine de l'auteur. Autrement dit, est-ce vraiment crucial d'affirmer que le regard de Anne Hébert sur Paris est halogène, alors que ses personnages principaux dans le roman Héloïse sont clairement des Parisiens avec une focalisation endogène? Je ne le crois pas. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la géocritique de Moncton, il est clair que les auteurs, les locuteurs et les personnages offrent plus souvent qu'autrement un point de vue endogène. L'approche westphalienne, en fait, pourrait être affinée ainsi. Moins une ville est reconnue sur un plan international, moins elle offrira de regards halogènes et exogènes. De toute façon, comme l'affirme Westphal, cet aspect de la focalisation ne constitue au fond qu'une étape du raisonnement et non une fin en soi. L'approche géocritique étant géocentrée, il s'agit moins d'étudier les modalités des différents foyers de perception que les effets sur le plan de la représentation du croisement des points de vue. Fiction 1, l'acheteur. L'homme venait d'on ne sait trop où. On savait par contre qu'il désirait s'établir à Moncton, peut-être même devenir propriétaire. Il avait rencontré un agent immobilier fort sympathique, recommandé par une amie. La seule contrainte, presque oulipienne, que l'acheteur imposait était que la rue sur laquelle se situerait la maison posséderait un nom acadien et que la dite rue ne serait pas un cul-de-sac. Elle déboucherait vers l'avenir. Mandat en main, l'agent partit avec un sourire accroché aux lèvres. S'il avait connu Ginette Pellerin, il se serait dit, dans l'immobilier, les possibles sont infinis. En entreprenant cette étude, je suis conscient de ne pas vouloir présenter une géocritique qui engloberait tous les points de vue, en y incluant même les ouvrages historiques ou les récits de voyages anciens. Il faut à tout le moins une balise temporelle opératoire. Celle-ci se trouve dans un numéro de la Revue québécoise Liberté datant de 1969 qui est consacré à Jean-Guy Pilon, consacré à l'Acadie, bien évidemment. Dans celui-ci, dans ce numéro de revue, le poète Jean-Guy Pilon note dans son journal de bord ses impressions au sujet de la ville. Et je le cite, vous l'avez à l'écran, Moncton est une ville laide qui doit sûrement être l'œuvre de quelqu'un, car il m'apparaît impossible que les gens, laissés à eux-mêmes, soient parvenus à réaliser un tel ensemble. Aucun plan de construction, aucun sens de l'urbanisme, aucun goût dans la façon de peindre ces maisons de bois, toutes assez basses, qui auraient pu avoir une certaine allure. Cette vision exogène s'arrime bien aux propos de Pierre Neveu, pour qui, je le cite, les petites villes d'Amérique semblent ouvertes à tous les vents. Leur caractère improvisé et composite ne traduit aucunement une originalité bariolée et créative, mais plutôt une précarité générale de la culture et de l'habitation dans l'espace du Nouveau Monde. Qui plus est, pour Pilon, une ville comme Moncton fait partie, et je cite toujours Neveu, de ces lieux amochés, assez informes et le plus souvent mal aimés, en même temps que des objets littéraires hautement improbables. Fin de la citation. À la suite de ce point de vue fort négatif, on dirait que les créatrices et les créateurs, d'une façon non concertée, vont tenter de faire mentir Pilon, de témoigner de cette ville autrement. C'est ici que la question des regards croisés permet de présenter la ville d'une autre façon.
Dès 1971, un autre point de vue exogène, provenant de la plume de l'écrivain québécois Jacques Ferron, s'oppose en tout point à la perception de Pilon. Dans le roman Les Roses sauvages, le personnage principal visite Moncton pendant quelques jours. Accompagné d'une jeune femme, il marche dans la ville, découvre ses rues et les endroits touristiques. La découverte de cette maison de Moncton le fascine. Et je cite ici le roman, Baron, qui n'en revenait pas de son admiration pour les grandes maisons de bois à pignons, austères et orgueilleuses, peintes en brun ou en jaune, s'arrêtait pour en faire des plus belles un rapide croquis. Ainsi, Pilon et Ferron offrent deux regards bien différents sur cette ville. Entre 1969 et 2020, la multiplication et la variété des points de vue me permettront de mettre en place une géocritique qui montrera Moncton sous un jour nouveau. Pendant longtemps, au sein de l'imaginaire collectif acadien, Moncton s'est rattaché directement à ce que Pierre Neveu, dans Intérieur du Nouveau Monde, nomme le complexe de Kalamazoo. En faisant référence à un poème de Carl Sandburg, The Sins of Kalamazoo, poème qui exprime, selon Neveu, le chant triste et sans grandeur des petites villes d'Amérique, Neveu suggère ainsi qu'il existe une famille de petites villes frontières, donc de petites villes d'extrême frontière, qui est le titre d'un recueil du poète acadien Gérald Leblanc, qui disent tout un point de contact du Québec ou de l'ancien Canada français avec l'espace réel ou mythique américain. Dans cette liste, il y aurait Lowell, la ville natale de Jack Kerouac, et aussi Rouyn-Noranda, Sudbury, Timmins, Moncton. Combien de collègues québécois, que j'admire par ailleurs, auront fait carrière à l'Université de Moncton dans l'attente de partir pour de bon, à la retraite ou avant, de ce Kalamazoo acadien? Pierre Neveu offre une théorie exogène et d'une certaine façon exotique et colonisatrice. Il s'agit d'un point de vue plutôt montréalocentriste, qui fonctionne par opposition. Comment peut-on être autrement triste et sans grandeur quand on ne demeure pas à Montréal? Il faut lire à ce sujet le formidable texte d'Herménégilde Chiasson, Les Acadiens à Montréal, dans Brunante. Tout à coup, la question arriva, lourde, pesante, dans une boîte de plomb au rebord cancérigène, pénétrante comme une bouffée de pollution et tombée de la dernière pluie acide. Une question dans le registre de l'allant de soi, qui fait appel à la curiosité, mais qui comporte aussi une courbe métaphysique et angoissante comme la pluie d'automne. Une sorte de degré zéro de l'expectative, un chef-d'œuvre de renoncement, une déclaration de fuite en bonne et due forme. Qu'est-ce qui se passe de bon à Moncton? Dans cet extrait, Chiasson est rendu à Montréal et c'est un expatrié acadien qui vit à Montréal qui pose cette question-là. D'une certaine façon, les créatrices et les créateurs acadiens des dernières années, des dernières décennies, ont tenté de décomplexer Kalamazoo. Ils partaient de loin, car si la littérature n'existait à peu près pas à Moncton avant 1970, l'inverse est encore plus vrai. Moncton n'existait pas dans la littérature et la culture avant 1970. Maintenant, parlons de la polysensorialité, qui est le deuxième aspect de la théorie de la géocritique. Lorsqu'un lecteur s'intéresse activement à la spatialité d'une œuvre, plusieurs œuvres, euh, il commence par relever les passages où les lieux et les espaces sont décrits. Ces descriptions sont intégrées à la fiction à partir du regard d'un narrateur ou d'un personnage. De façon évidente, la vue demeure le sens par lequel l'espace existe. Or, l'approche géocritique propose qu'il faut être attentif aux autres sens qui peuvent témoigner de l'espace. En effet, je cite Westphal, la sensorialité permet une confrontation ou une conformation de l'individu au monde plutôt. Elle concourt à la structuration et à la définition de l'espace. Il faut alors se demander à quoi ressemble le paysage sensoriel de Moncton.
En plus des descriptions visuelles, est-il possible de mettre en lumière un paysage sonore, olfactif, haptique ou même gustatif? La sensibilité du géocriticien doit rendre compte de la polysensorialité de la ville. Cette notion s'avère importante lorsque l'on considère que Moncton, le référent, n'est certainement pas une ville qui possède le charme visuel de Fredericton ou même du centre-ville de Saint-Jean. Comment alors rendre compte de cette ville autrement que par le sens de la vue? En réalité, c'est l'ensemble des perceptions sensorielles qui sont classables selon une gamme allant de l'euphorique au dysphorique, selon Westphal. L'incipit du roman Moncton Mantra propose un exemple probant de la polysensorialité de la ville. Décrivant sa première journée sur le campus universitaire, le narrateur indique que, et je cite, c'est la première phrase du roman Moncton Mantra, la senteur du marais se mélange à l'odeur de l'asphalte chaud devant l'aréna Jean-Louis Lévesque dans une mixture qui l'enivre légèrement. Dans cet extrait, on retrouve l'opposition entre la nature, donc le marais, et la culture, l'asphalte chaud, la transformation de la nature en culture. On crée une université qui va permettre aux gens d'acquérir une culture, des connaissances, des compétences, un savoir. La ville de Moncton, et plus particulièrement son université, deviennent un lieu de culture qui permet aux Acadiens d'accéder aux études supérieures. La senteur qui se dégage de ce lieu subjugue le narrateur du roman. La chaleur de l'asphalte fait également référence à la modernité, à la nouveauté de cette institution de savoir élevée dans un marais. Toujours dans le même roman, la réalité hétérolingve de Moncton ne peut échapper à la représentation spatiale fictionnelle. Parfois aliénante, parfois euphorisante, ces langues en partage participent au paysage sonore de la ville. C'est d'ailleurs là, bien plus que dans son rapport visuel, que vivre à écrire de Moncton prend tout son sens. Le narrateur Alain Gautreau affirme ainsi, et je cite, en fin d'après-midi, en sortant du bureau, je me promène souvent dans la ville. Je m'imprègne de son rythme, de ses rues, de son affichage unilingue et de ses langues oscillantes. Pour ce protagoniste, Moncton existe en anglais sur le plan visuel, mais dans le clignotement des langues sur le plan sonore. Comme le suggère Westphal, les sons qui émanent d'un lieu peuvent être mélodieux ou disharmonieux. Une ville est bruyante, dans d'autres cas, son paysage sonore sera considéré comme symphonique ou opératique. Donc, dans mon travail, je devrais être attentif à la multitude de sens convoqués pour représenter Moncton. Fiction 2, La petite fille de Louis-J. Robichaud. La petite fille du premier premier ministre acadien élu au Nouveau-Brunswick connaissait peu Moncton. En fait, elle avait quitté la province en bas âge car ses parents avaient déménagé à Ottawa pour une question d'emploi. Certes, elle savait que dans le village natal de son illustre grand-père, on avait érigé un monument à sa mémoire dans le parc Gilbert-Légère. Avec tendresse, elle regardait parfois une photo prise par sa mère dans laquelle elle se trouvait assise sur un livre faisant partie du monument en question. Au-delà du village de Saint-Antoine, on avait également nommé le centre sportif de l'Université de Moncton en l'honneur de Louis-J. Robichaud. Elle comprenait le rôle qu'avait joué son grand-père dans l'édification d'un lieu de transmission du savoir pour et par les Acadiennes et les Acadiens. Puis, lors d'une visite estivale au Nouveau-Brunswick, entre les plages de Cap-Pelé et les dunes de Bouctouche, elle avait entendu à la radio un entretien avec Maurice Basque, un historien vulgarisateur légèrement trop à l'aise au micro. L'homme abordait la question de la présence francophone dans l'espace monctonien. Elle sursauta en l'entendant parler de la promenade Louis-J. Robichaud. Il s'agissait d'une rue relativement récente, nouvelle marque de reconnaissance de l'apport inestimable de son grand-père. Laissant sa conjointe et ses enfants au chalet, elle se dirigea vers la promenade. Les indications étaient simples. Roulant sur le boulevard Wheeler, elle prit la sortie vers Mapleton. S'engageant dans la bretelle à droite,
Elle descendit une côte et à la première lumière, elle tourna vers la droite pour se garer dans le stationnement du restaurant Moxie's. Elle ne l'avait pas encore compris, mais elle venait de rouler sur la promenade Louis-Robichaud. En sortant de la voiture, elle réalisa l'intensité de l'hommage de cette ville envers son grand-père. Entre la longue allée Frampton qui va du chemin Gorge jusqu'à la Mapleton et à la rue Wise qui mène vers les magasins, se trouve la promenade Louis-Robichaud. 61 mètres d'asphalte se terminant par des blocs en béton. Tout juste plus qu'une bretelle. Littéralement une voie de service qui laissait sans voie. De retour au chalet, la petite fille de Louis Robichaud ne partagea pas ses impressions de sa halte routière avec sa famille. Elle retourna à Ottawa la semaine suivante. La troisième notion propre à la géocritique semble complexe à première vue. On pourrait la résumer en une proposition. Différentes couches de temps se superposent dans un espace ou un lieu donné, strate et graphie. Selon Westphal, je le cite, l'espace se situe à l'intersection de l'instant et de la durée. Sa surface apparente repose sur des strates de temps compactes, échelonnées dans la durée et réactivables à tout moment. Ainsi, par exemple, dans le roman Quartier perdu de Patrick Modiano, le protagoniste Ambroise Guise navigue dans le présent parisien, ville qu'il a quittée 20 ans auparavant. Dans le même espace, deux strates de temps se superposent avec toutes les complications de l'identité narrative que cela suppose. Que ce soit un locuteur, un narrateur ou des personnages, je cite Westphal, chaque individu adhère à un régime temporel qui lui est propre ou qui est spécifique à un groupe, à une culture, tandis que plusieurs régimes parallèles, voire concurrents, sont concevables dans l'absolu. La dialectique espace-littérature-espace, au cœur de la géocritique, peut caractériser les représentations de la ville. En fait, une des tâches du géocriticien est de forer les strates qui situent l'espace dans une profondeur diachronique. Dans le cas de Moncton, je peux déjà suggérer des pistes au sujet des imaginaires temporels qui seront convoqués. Avant de fournir quelques exemples, je me permets donc d'affiner l'approche de Westphal dans sa dimension stratigraphique. Il existe, à mon sens, deux ensembles de stratigraphies. Stratigraphies qui sont collectives et stratigraphies qui sont individuelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au juste? La stratigraphie collective se rapporte à des événements historiques communs, se rapporte à la stratigraphie collective se rapporte à des événements historiques communs à une ville ou à un peuple. Pour être plus précis, il s'agit de temporalités collectives qui ont été vécues ou non par un grand groupe d'individus. Le ou non est important ici. Comme il s'agit d'une stratigraphie collective, même des créatrices ou des créateurs n'ayant pas vécu, n'ayant pas été présents, ou alors qui n'étaient pas encore nés pendant une temporalité précise, vont tout de même y faire référence. Pour faire un parallèle avec l'expression lieu commun, on pourrait dire que la stratigraphie collective d'une ville est un temps commun. La stratigraphie individuelle fait évidemment référence aux temporalités personnelles d'un individu. Dans un registre parfois nostalgique, les temporalités convoquées se rapportent souvent à l'enfance du locuteur. Sans qu'elle soit commune à tout un peuple, la stratigraphie individuelle peut quand même construire un imaginaire auquel d'autres individus peuvent se rattacher. Cette division entre deux déclinaisons de la stratigraphie permet de mieux saisir, selon moi, les modalités temporelles de Moncton. Comme l'indique Westphal, le texte fictionnel fait émerger le lieu de tous les plis du temps qui se rapportent à lui. Et les multiples points de vue de Moncton témoignent d'une pluridimensionnalité de l'espace-temps, de l'espace élevé au carré du temps. Donc, je vais aller droit au but. Selon moi, il y a trois temporalités collectives
de Moncton. Et les trois temporalités collectives sont les suivantes: la déportation, la fin des années 60 et le début des années 70, que je simplifie en deux mots, Mère Jones, et la modernité perpétuelle, dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui. Donc, dans l'imaginaire commun, la déportation ou le grand dérangement traverse les strates temporelles de Moncton. Les créatrices et les créateurs, peu importe leur rapport direct ou indirect avec l'événement traumatisant, vont intégrer dans leurs œuvres des références à celui-ci. Je pense entre autres au groupe mythique 1755, dont le nom fait référence évidemment à l'année en question, l'année terrible en question, ou encore pensons par exemple au Kidam qui, à chaque 5 ou 10 ans, souhaite changer le nom de mon université, qui est selon lui toujours et pour toujours lié à l'un de ses bourreaux. Dans la fiction, la première couche temporelle se retrouve partout. Ainsi, dans un roman de France Daigle, il est possible de lire une note dans la vitrine d'un immeuble à Moncton, un immeuble qui est en rénovation. Donc, dans l'immeuble, il y a une affiche qui dit We apologize for any inconvenience. Nous faisons des excuses pour n'importe quel dérangement. Deux remarques s'imposent ici. D'une part, la traduction est bancale. La locution en anglais ne pose aucun problème, alors que la version française témoigne d'un effort pour le moins mitigé. D'autre part, on pourrait croire que Daigle insiste ici sur la place inférieure du français dans l'espace monctonien. Pourtant, cette traduction demeure avant tout une formidable ironie. En effet, la phrase en français peut signifier que les anglophones s'excusent pour la déportation des Acadiens. En même temps, Daigle peut se moquer de certains Acadiens qui souhaitent obtenir des excuses officielles de la reine d'Angleterre, qui souhaitaient obtenir des excuses officielles de la reine d'Angleterre jusqu'à tout récemment. Dans un autre exemple, dans un poème intitulé Moncton de Gabriel Robichaud, le locuteur participe à cette stratigraphie collective à sa façon. Et je cite, J'écris Moncton, qu'on me déporte ailleurs ou plus loin encore. Le premier vers constitue l'anaphore centrale du poème qui justifie en elle-même le projet d'écriture. Moncton existe en français justement parce que la déportation n'a pas connu son aboutissement logique. Par ailleurs, la spatialité de Moncton transite également par les allers-retours en avion. Même les modes de transport les plus contemporains ramènent la ville à son traumatisme originel. Ici, je cite un extrait de Serge Patrice Thibodeau dans ses récits de voyage. Pendant des années, l'un des vols quotidiens à destination de Montréal quittait l'aéroport de Moncton à 17h55. Par quel hasard? Pour faire exprès, comme si Air Canada avait décidé de nous titiller la conscience collective afin de réveiller en nous de vieux combats. Cette strate temporelle de Moncton, bien que toujours présente, se superpose avec celle du maire Jones. Je ne veux pas refaire l'histoire ici du maire francophobe, de ce maire francophobe. Un film comme l'Acadie offre, à mon sens, un meilleur résumé de la persona du maire Jones. Mais je vais témoigner quand même de quelques exemples pour parler de cette stratigraphie collective. Donc, dans Cris de terre, premier recueil premier recueil de poésie publié aux éditions d'Acadie. Le dernier poème intitulé Petit Kodiak 1, 2, 3, 4 offre le regard du créateur endogène ayant assisté à la période trouble de cette couche temporelle. Dans un mouvement qui regroupe étudiants et professeurs, le locuteur appelle à la révolte, à prendre la ville d'assaut. C'est à nous, l'étudiantal professoros, de crachifier sur la mairie dynastique par la démastication décisive du ruminage bonententiste. Donc, on voit très bien ici la période trouble liée au maire Jones et liée au film L'Acadie. Même des créateurs qui n'ont pas connu la période du maire Jones vont faire appel à ses souvenirs dans leur poésie urbaine. Ainsi, à l'occasion de la fête du 15 août en 2003, dans un poème intitulé Rumaine, Paul Bossé écrit « 35 ans plus tard, conquête enfin du centre-ville, pieds de nez saltimbanque aux orangistes momifiés, on parle bleu, blanc, rouge, marais jaune de tomahawk enterré, le maire Jones chie dans ses hardes. » Le fait ici qu'un poète acadien récite en français son poème sur la rue principale constitue une grande victoire. Il s'agit même
d'un pied de nez envers l'histoire et le jeu des sonorités entre marais, mer, jaune et Jones témoigne de la peur et de la petitesse d'esprit de l'odieux personnage. Dans le même ordre d'idées, euh, le poème intitulé 15 août 1992 de Christopher Young met en lumière la division linguistique basée sur la géographie locale. Je cite ici: je m'approche du district rouge de la Rumaine, ayant traversé le Styx brumeux de la rivière Petit-Kodiak qui sépare Dieppe et Moncton. Moncton, la jungle de la guérilla linguistique, c'était le maire Jones, c'est le maire Béliveau à cette heure, pris en otage par les sujets de la reine qui lui ont prêté allégeance à quatre pattes. Ici, par la même utilisation du verbe être à l'imparfait, et au présent, on voit deux temporalités qui se superposent entre l'ancien et le nouveau maire. Au-delà de la stratigraphie d'extrait retenu, cette description de la traversée entre deux villes contiguës témoigne d'une fabulation intéressante. Qu'est-ce que le district rouge de la rue principale? Est-ce un simple coin de rue où l'on trouve deux ou trois bars? À tout le moins, à moins que le lecteur ici, le locuteur, souhaite comparer Moncton au quartier mythique d'Amsterdam. Enfin, si l'adjectif brumeux fait bien référence à la rivière et aux marais qui l'entourent, l'évocation du Styx laisse perplexe. Ce fleuve mythologique séparant le monde terrestre du monde de l'enfer devient-il pour le locuteur le cours d'eau qui sépare le monde des francophones du monde des anglophones? Clairement, le champ sémantique d'une lutte sans merci, jungle, guérilla, otage, le suggère. Donc, la troisième strate temporelle, je l'ai dit tout à l'heure, la modalité perpétuelle, je n'aurai pas le temps d'en parler. En fait, je me rends compte que le temps file et que j'aurai encore plusieurs diapositives à vous, euh, à vous présenter. Donc, je vais me limiter à quelques-unes encore. Je vais laisser tomber la stratigraphie individuelle. Je pourrais vous en parler autrement une autre fois. Donc, je laisse les diapositives circuler, mais je vais passer à un autre aspect intéressant, selon moi, de la géocritique. Je le mentionne rapidement. Dans sa liste des 10 coups de cœur culturels de 2013, le journaliste de l'Acadie Nouvelle, Pascal Reichnog, incluait la carte du métro de Moncton, créée par l'artiste graphique Mark Young. Cette carte, que l'on peut voir en ligne, ici je vous la montre par le PowerPoint, témoigne d'une façon spectaculaire de l'apport et de la place du milieu culturel francophone dans cette ville. Certes, elle offre un regard subjectif de Young sur les liens entre la création et l'espace référentiel, mais surtout, elle montre le désir de créer une ville francophone. Donc, je n'ai pas le temps d'analyser ici cette carte, mais on peut remarquer qu'il y a plusieurs pointes d'ironie. Entre autres, Radio-Canada devient Radio-Radio. L'échelle de la carte est à 1,1755 et la Rose des Vents ne pointe pas vers le nord, mais plutôt vers Idée du Nord, qui est un groupe de musique mythique de Moncton. Je vais passer quelques extraits qui sont très intéressants, mais que je n'ai pas le temps de traiter maintenant. Je vais terminer peut-être en parlant de l'odonymie fantasmée et un dernier extrait par la suite. Donc, le coude, l'université du coude. De la même façon que la carte du métro de Moncton gomme à toute fin pratique le nom réel de la ville pour mieux s'approprier l'expérience historique acadienne dans la cité, l'attrait est grand pour les écrivains de renommer les rues. Dans le désir certain d'un retour à l'origine, Raymond-Guy Leblanc transforme le quartier de son enfance. Je cite: j'entre en ville sur le chemin du roi, je rebaptise les rues pour l'avenir, pour l'héritage. La rue Cornhill porte le nom du puits Marie à Ferdinand, ma mère. Il s'agit, si on veut, d'une nouvelle naissance qui témoigne de l'enracinement indélébile des francophones dans cette ville. Même dans les hauts lieux de la culture acadienne, investis par les artistes regroupés en coopératives de tout acabit, comme le Centre culturel Aberdeen, la tentation est grande de renommer les lieux dans une soif de marquer son territoire dans sa langue, mais surtout dans la culture prédominante du quotidien.
Toujours chez Raymond-Guy Leblanc, je cite, la rue Alma, pensa-t-il, devrait être baptisée la rue Guy Duguay. La salle des éditions Personnages au deuxième devrait porter le nom de Gérald Leblanc, pour souligner l'apport considérable de ces deux grands artistes qui avaient tellement contribué à la vie littéraire et artistique et au-delà des murs de ce centre dont les couloirs renfermaient tellement d'images, de mots et d'émotions. Ce désir francophone, formidable utopie monktonienne, constitue une façon de transmuer le réel. L'odonymie dans la ville a longtemps occulté l'omniprésence des Acadiens et des Acadiennes. Herménégilde Chiasson, parmi ses nombreux projets, a toujours voulu créer une ville témoignant en noir et blanc de tous les noms des rues anglophones, allemands, écossais de Moncton, et en couleur, noyés dans la monotopie anglaise, les quelques noms de rues reflétant la particularité francophone de la ville. Ainsi, à l'occasion du sommet de la francophonie tenu à Moncton en 1999, le conseil de ville avait décidé de changer 3 noms de rues. Par exemple, une partie de la rue Archibald devenait avenue Université. Même un nom français doit bien se dire en anglais et avenue de l'Université aurait été impensable. À ce moment, en 1999, il y avait 32 rues avec un nom francophone sur plus de 920 rues, alors que la population francophone s'élevait à plus de 33 %. On comprend mieux pourquoi le fantasme de l'odonymie francophone devient un élément crucial de la géocritique de Moncton. Je pense ici à la description du quartier de la Terre Rouge, un quartier purement imaginaire, faut-il le préciser, situé à proximité de l'embouchure du ruisseau Hall, avec son café de la Terre Rouge et sa terrasse donnant sur le petit cimetière du début des temps, dans Pas-pire de France d'Aigle. Donc, je cite un extrait, Terry et Carmen et Terry se baladaient maintenant dans les jolies ruelles de la coopérative du Coude. Ils montèrent la rue des Saules, puis bifurquèrent sur la rue des Toises jusqu'à l'ancienne rue King, rebaptisée rue Royale. Fiction 4, la découverte. L'agent d'immeuble trépignait de joie. Il avait enfin trouvé. Il contacta l'acheteur et lui annonça en grande pompe: j'ai une maison à vendre sur une rue acadienne qui n'est pas un cul-de-sac. Je veux absolument vous la faire visiter. Légèrement incrédule, l'acheteur se souvenait de la visite sans âme de la rue Fernand-Landry, de la promenade Léopold F. Béliveau qui ne débouchait sur rien, sinon la forêt comme point de non-retour. Il ne souhaitait que croire le vendeur. Alors, où se trouve cette maison? Le vendeur répond: entre l'université et le centre-ville, pas très loin de l'hôpital Georgel-Dumont. Plus précisément sur la rue Bonaccord. Selon mes recherches, il s'agit de la plus vieille rue francophone de la ville. En plus, elle témoigne de la bonne entente légendaire entre les Acadiens et les anglophones de la ville. Vraiment, vous ne pourriez tomber sur une meilleure rue. L'acheteur ne savait pas quoi répondre. Il souhaitait expliquer à son agent qu'il connaissait bien l'historique de cette rue, mais il ne souhaitait pas décevoir le pauvre homme. S'il avait pu trouver les mots, il lui aurait dit que Bonaccord possédait certainement une sonorité francophone, mais que cette expression était liée à Aberdeen, à l'Écosse. En plus d'un village en Alberta du nom de Bonaccord, il existe aussi un centre commercial Bonaccord à Aberdeen. Enfin, il lui aurait dit que Bonaccord était la devise de la ville d'Aberdeen. À Moncton, la rue Bonaccord n'a rien à voir avec les Acadiens. J'ai très peu connu Rénal Bérubé, professeur retraité de l'Université du Québec à Rimouski. Je l'ai croisé dans un ou deux colloques en Atlantique pendant les années 2000. Je me rappelle tout de même qu'il a fondé la revue Voix et Images du Pays, qui est par la suite devenue Voix et Images, une revue scientifique incontournable. Bérubé a participé à sa création alors qu'il était professeur à l'UQAM, l'université qui chapeaute toujours cette revue. Un jour, je n'y étais pas, Bérubé a annoncé à ses collègues, à son directeur du département, qu'il quittait l'UQAM pour l'UQAR, à Rimouski. Je me demande ce que les yeux des collègues laissaient transparaître.
Que se disait-il intérieurement au sujet de ce départ? Cette introspection par procuration me ramène à mon propre départ. Lorsque j'ai annoncé à André Mercier ou à Chantal Hébert que je quittais l'Université Laval pour revenir à Moncton, que voyage dans leurs yeux? Une once de déception, de l'incompréhension? Comment aurais-je pu leur faire comprendre ce qui m'attirait à l'Université de Moncton? Pas uniquement sur le plan personnel, mais surtout sur le plan professionnel. Je ne voulais plus vivre l'Acadie de la diaspora. Le territoire devait m'habiter. Transmettre des connaissances en Acadie, faire découvrir le Moncton littéraire, transformer un espace vide en un parc Gérald Leblanc. Voilà tout ce que je voulais accomplir. Combien de jeunes chercheurs originaires du Québec ont commencé leur carrière dans une université canadienne et s'en sont servis comme tremplin pour revenir au Québec? C'est tout à fait compréhensible. J'ai suivi le même parcours. L'Université de Moncton m'a servi de tremplin pour rebondir en Acadie. Ce serait une boutade si ce n'était pas vrai. Pour terminer, 2 dernières diapositives. Si j'étais un étudiant à la maîtrise en culture et espace francophone à l'Université Sainte-Anne, qu'est-ce que je ferais? Je proposerais une géocritique de la baie Sainte-Marie, qui inclurait entre autres des recueils de poésie de Georgette Leblanc comme Alma, Le Grand Feu, le roman La Ville de Germaine Comeau, des chansons d'Arthur Comeau, de Marc Apalaggio. Quoi d'autre encore? Il y aurait certainement plusieurs extraits. À mon sens, il y a une superbe maîtrise à faire à l'Université Sainte-Anne ou à Moncton, si vous voulez, mais qui proposerait une géocritique de la baie Sainte-Marie. Il y aurait quelque chose de très intéressant à faire avec ça. Je suggère à n'importe quel étudiant de réfléchir à cette question et je pourrais même l'aiguillonner si ça l'intéressait. Et je termine cette trop longue conférence par la dernière phrase. Pourquoi cet insatiable désir envers Moncton? Peut-être en raison de mes propres déplacements. De Trois-Rivières à Kingston, de Winnipeg à Moncton, de Moncton à Québec and back. Lieu de passage, passage du temps. Où serai-je dans 10 ans? Qui serai-je dans 20 ans? Moncton aura été le lieu d'une émancipation intellectuelle, de la passion pour une littérature, des interactions entre les deux. J'aimerais dire que j'écris ces mots assis sur un banc du parc Gérald Leblanc. Je ne fais que l'imaginer. Je ferme les yeux. J'y suis. Vous y êtes. Nous sommes la somme de nos obsessions. Moncton Mantra pour Gérald. L'essai Moncton Mentor en cours d'écriture pour moi. L'approche géocritique m'aura permis de sonder la puissance de cette ville, moi, le chercheur halogène qui se sent à sa place, peu importe où il est. La précarité d'un lieu, toujours au bord d'être submergé, dont la beauté tient peut-être à cette urgence qu'il y a de l'habiter avant la catastrophe. Je vous remercie beaucoup. C'était trop long. J'espère que vous avez apprécié cette conférence qui part, si on veut, d'un essai en cours d'écriture que j'ai mentionné qui s'appelle Moncton Mentor. Merci de m'avoir écouté. Merci à Jimmy et je vous souhaite une belle fin de session.